Timothée a 23 ans, il fait ses études à Grenoble et a demandé à Franck Ferrand une émission sur Richelieu. Eh bien, Timothée va être content. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour Timothée, bonjour à tous. Bonjour aussi à Loïc de Sedan qui voulait une émission, lui, sur la conspiration de Saint-Marc. Écoutez, on va essayer de faire les deux. Nous allons en effet nous concentrer en compagnie d'Arnaud Tessier sur la fin de vie et du ministère de Richelieu, donc sur l'affaire Saint-Marc. Je recevrai aussi Thibaut d'Anthonay qui, pour sa part, a écrit sur une autre affaire assez méconnue, celle des Beaux Soleils. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patrick sur les origines du vote à bulletin secret. Voilà une question plus importante qu'elle n'en a l'air. Pour l'instant, je vous propose d'aller à la rencontre de l'homme rouge, grand ministre, grand politique, grand persécuteur, diront certains, Armand Jean de Vignerot Duplessis, cardinal de Richelieu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Certaines années sont plus chargées que d'autres. Les événements s'y accumulent, s'y bousculent. Je cite souvent le cas de 1897, c'est même devenu quasiment un comique de répétition. Année historique à plus d'un titre. Eh bien, c'est aussi le cas de 1642, la dernière année de la vie du cardinal de Richelieu, qui devait mourir donc le 4 décembre de cette année-là, à l'âge de 57 ans. De Richelieu, on aura tout dit. Corneille avait commencé, vous savez, par cette épitaphe célèbre, qu'on parle en bien ou mal du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Cet homme rouge, cette figure mince, altière, impérieuse, comme sur l'étoile de Champaigne, cette silhouette aux discrétions de chat, paraît dominer l'histoire de France et disons qu'elle incarne la raison d'État. Nous verrons jusqu'à quel point nous avons raison d'avoir cette image-là. On l'a présentée sous les traits d'un malade chronique, d'un angoissé, d'un tyran, d'un génie, d'un paranoïaque, d'un travailleur infatigable, d'un jouisseur extrême, d'un homme sujet aux migraines, au rhumatisme, aux maux de dents, aux phobies, d'un lecteur passionné, d'un mélomane, d'un dramaturge à ses heures, ancien évêque de Luçon, le diocèse le plus crotté de France, devenu le tout-puissant ministre d'un roi faible et affectivement instable. Le portrait que brosse Arnaud Tessier est nettement plus nuancé que tout ça. Il renouvelle à son avantage l'image que l'on se faisait du personnage, à l'instar du beau portrait de Dumontier qui orne la couverture de la biographie et qui d'emblée nous plonge dans une atmosphère et sous des auspices assez différents. La biographie est parue chez Perrin et on peut dire qu'elle nous donne à voir un autre Richelieu. Alors, nous allons commencer par la fin, si je puis dire, et donc par cette dernière année, par cette année 1642 dont Philippe Erlanger disait qu'elle représentait 12 mois plus remplis d'événements extraordinaires que certaines décennies. Le destin s'était toujours appliqué à utiliser chaque jour de la vie du cardinal, écrit-il, cette vie touchant à son terme, il lui imposa un rythme d'enfer. Dès le début de 1642, le but, on peut dire l'obsession du cardinal, c'est la conquête de Perpignan. Il faudrait se remettre dans le contexte de l'époque, évidemment. On est en pleine guerre de 30 ans, qui va noyer, qui va plonger l'Europe de 1618 à 1648 dans toutes sortes de conflits. Et en l'occurrence, début 1640, la supériorité de l'armée française sur les armées espagnoles et impériales apparaît comme une évidence. Nous avons un grand ennemi, quand je dis nous, c'est Richelieu, en la personne du comte d'Olivares, bien entendu. La France, en décembre 1640, a fait alliance avec la Catalogne, et ce après un excès d'autorité de Philippe IV. En 1641, le roi de France devient comte de Barcelone, ce qui évidemment ne va pas arranger ses relations, vous l'imaginez, avec l'ennemi espagnol. Donc cette conquête, cette prise de Perpignan
occupe l'esprit de Richelieu. Michel Carmona nous dit: la prise de Perpignan permettait de soulager la pression espagnole sur Barcelone et donnerait au roi de France un gage d'une valeur exceptionnelle. Olivares en est parfaitement conscient, il veut défendre Perpignan, mais il estime que la détermination du cardinal et la balance des forces favorables à la France rendent cette chute de Perpignan inévitable. Olivares estime n'avoir qu'une solution pour mettre un terme à la menace que la poursuite de la guerre représente pour la cohésion de l'Espagne, ce serait d'éliminer son rival lui-même, ce serait d'éliminer Richelieu. D'autant que le cardinal infant, Ferdinand d'Autriche, le meilleur général que les Espagnols aient eu à opposer aux armées françaises, est entièrement sur cette longueur d'onde. Il avait écrit à Olivares avant de mourir: il n'y a qu'une ressource, se créer des partisans en France et chercher grâce à eux à amener le gouvernement de Paris à se montrer raisonnable. Alors, un homme a été chargé de s'occuper de Richelieu, de lui régler son compte. C'est le comte de Soissons, qui n'est pas un inconnu de l'Empire. En 1637, il a déjà été contacté pour la même affaire. À l'époque, il a été conseillé par Marie de Médicis au cardinal infant. C'est elle, évidemment, qui voulait le placer. Le comte de Soissons a un fort ressentiment contre Richelieu. Il a participé au projet d'assassinat du cardinal à Amiens, à la mi-octobre 1636. Au départ de cette rancœur, il y avait un mariage conclu par le cardinal à Nantes entre Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, et mademoiselle de Montpensier en 1626, alors que le comte de Soissons était lui-même sur les rangs pour l'épouser. À l'époque, pour se mobiliser, le comte exige 400 000 livres. Un accord avait été signé, donc à l'été 1637, avec le cardinal infant, qui prévoyait 500 000 livres pour la levée et l'entretien d'une armée. Le comte de Soissons a attendu, n'a rien vu venir. Il a dénoncé le traité avec les Espagnols et il s'est associé à Richelieu. Il jure, je cite, de ne pas se départir jamais de la fidélité et obéissance qu'il devait à Sa Majesté, ni avoir aucune pratique ou intelligence qui lui dût être suspecte, tant dedans qu'à l'extérieur du royaume. Il a été exilé à Sedan depuis 1636. Il y reste, mais il ranime en quelque sorte son animosité contre Richelieu. Il est un ennemi perpétuel malgré ses démonstrations de fidélité. Au printemps 1640, il est recontacté par Olivares. Cette fois, les Espagnols ont bien l'intention de monter un véritable complot avec le duc de Guise, avec le duc de Bouillon. En un an, ils montent une véritable armée de 3000 hommes. Le gouvernement envoie à sa rencontre ses soldats, avec à leur tête le maréchal de Châtillon. Les forces royales sont battues le 9 juillet 1641. Sur la rive gauche de la Meuse, et on voit le comte de Soissons, qui pourtant vainqueur de cette bataille, va mourir à son tour. Comment il meurt ? Il a l'habitude de faire un geste, vous savez, il relève la visière de son casque avec son pistolet. Seulement, cette fois, le pistolet aura ripé, c'est l'accident, un coup de feu a retenti, un accident qui a l'air tout à fait crédible. Vous n'empêcherez pas certains de penser que derrière la mort de cet ami traître, il y a évidemment des hommes du cardinal. Richelieu, la pourpre et le sang, composé par Cyril Morin. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Richelieu. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, aux dernières années de Richelieu. Alors, il faut vous dire qu'à la fin des années 1630, Richelieu, qui suivait de très près l'entourage, qui observait de très près l'entourage de Louis XIII, bien entendu, s'inquiète de l'influence de Marie de Hautefort auprès du roi. Cette Marie de Hautefort est une amie, en quelque sorte, une confidente, qui va constamment essayer d'avancer, de faire avancer en tout cas les intérêts d'Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, dont le roi s'est depuis longtemps désintéressé, vous le savez. Et évidemment, Marie de Hautefort voudrait nuire, elle aussi, à Richelieu. Elle voudrait amener à une paix plus rapide avec la maison d'Autriche. Donc Richelieu décide qu'il est grand temps d'écarter cette personne, et le meilleur moyen, parce qu'il y a toujours, évidemment, il faut tenir compte des caprices de ce roi tellement compliqué. On s'en rend compte quand on lit Arnaud Tessier, ça devait être un enfer que de gérer la personnalité de Louis XIII. Il se dit que le meilleur moyen serait peut-être de placer
une fois de plus, car il l'a fait pendant tout le règne, de placer quelqu'un à ses côtés, en l'occurrence un jeune homme, parce que Louis XIII a un fort penchant pour les jeunes hommes. Son choix se porte donc sur Saint-Marc, de son vrai nom, Henri Coiffier de Ruzé, qui est le fils du surintendant d'Effiat, Effiat qui avait toujours fait preuve d'un vrai dévouement à l'égard du cardinal. Richelieu le prend donc sous sa coupe à 16 ans, avant de lui offrir la fonction de grand maître de la garde-robe du roi en 1637. Ça lui va très bien parce que les colifichets, les dentelles et tout ça, il connaît par cœur le jeune Saint-Marc. Ça le passionne. C'est un élégant. Évidemment. Donc, le but, évidemment, c'est d'être auprès du roi, de lui transmettre les messages du cardinal de façon tout à fait innocente en apparence, et puis bien sûr d'informer le cardinal de tout ce qui peut se dire dans l'entourage de Louis XIII. Saint-Marc n'est pas du tout un bon élément, si je puis dire. Il refuse de se prêter à ce jeu à plusieurs reprises, mais finalement il se laisse convaincre. Le cardinal a les poches toujours pleines d'or. Il se laisse tellement bien convaincre que sa carrière va d'un seul coup faire un bond. Il est nommé le 27 mars 1638, jour de ses 18 ans, donc dans ce poste extraordinaire, dans cet office de grand maître de la garde-robe. Peu à peu, Saint-Marc se rapproche donc de Louis XIII. Mais les choses ne vont pas tout à fait dans le sens souhaité par Richelieu, nous dit Carmona. La différence d'âge, et bien plus encore la différence de tempérament, semble plus pousser Saint-Marc à prendre en toute chose l'exact contre-pied des goûts du souverain. Saint-Marc tente un jour de renouveler, parce qu'il passe son temps à vouloir évidemment faire acheter au roi de nouveaux vêtements. Il est constamment sur la brèche. Il s'attire de vifs reproches de Louis XIII. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Saint-Marc n'en a pas grand-chose à faire de Louis XIII, sinon qu'il est le roi évidemment et la source de toute grâce. Lui s'intéresse beaucoup plus à la célèbre courtisane Marion de Lorme, dont il devient l'amant de cœur. Ce qui veut dire qu'il mène en quelque sorte une double vie. La vie de Louis XIII étant de son côté très réglée, il passe ses journées auprès du roi et ses nuits très près de la courtisane, bien entendu. Arriva ce qui devait arriver, bien sûr, Louis XIII ne va pas tarder à être jaloux. En 1639, Saint-Marc tente en quelque sorte, sur ordre de Richelieu, bien entendu, qui ne veut pas perdre son agent, tente un nouveau rapprochement, il tente de se rapprocher de Louis XIII, il se plaint de Marie de Hautefort, ça c'est ce qui avait été convenu avec le cardinal, il exige de Louis XIII de la renvoyer et il va obtenir raison. Louis XIII le choisit en quelque sorte, il lui dit « Je vous ai donné mon cœur et je promets qu'il ne sera point partagé ». Ouf, c'est ce que voulait précisément Richelieu. Saint-Marc sait qu'il a maintenant toutes les cartes en main. Il demande à devenir grand écuyer. Là, Richelieu se dit quand même, il a quand même un peu les dents longues, ce garçon. Mais le roi étant complètement entiché, il finit par accepter. Saint-Marc a à peine 20 ans et maintenant il est grand écuyer de France. On va l'appeler Monsieur le Grand à la cour. Oui, on se demande où va s'arrêter cette ascension fulgurante. Et plus Saint-Marc est en cour, et plus évidemment il a tendance à prendre certaines libertés avec Richelieu. Il ne jure bientôt que par sa propre influence sur le roi. Alors, on n'imagine pas le nombre infini de scènes entre le favori et Louis XIII. Les projets de Saint-Marc n'aboutissent pas. Il voulait épouser Marion de Lorme, mais maintenant il est grand écuyer. Alors il se tourne vers la princesse Marie-Louise de Gonzague, la fille de Charles de Nevers. Petit détail, elle déteste Richelieu, donc c'est vraiment un agent pas très fiable. Il va faire part tout de même, notre Saint-Marc, il va faire part au cardinal de son intention d'épouser la princesse de Gonzague, et là, Richelieu n'en croit même pas ses oreilles, ça paraît invraisemblable. Elle n'est pas, lui répond-il, pour un aussi petit monsieur. Alors là, c'est le début de la guerre entre les deux hommes. Saint-Marc va essayer d'en finir à son tour avec Richelieu. On a envie de dire une fois de plus, si on devait faire la liste, et d'ailleurs elle est faite la liste, elle l'a été souvent, de tous ceux qui un jour ou l'autre ont essayé, ont décidé de se débarrasser de Richelieu. Au printemps 1641, Saint-Marc va très loin, il demande
qu'on lui fasse une place au conseil du roi. Il l'obtient. Or, il a déjà été approché par un certain nombre de conspirateurs. Le comte de Soissons, dont je vous parlais tout à l'heure, est venu l'approcher déjà. Il a été assez maladroit. Cela dit, il l'a pas fait personnellement. Il avait envoyé le comte de Fiesque parler pour lui. Ils ont été très maladroits. Ils n'ont pas réussi à convaincre Saint-Marc. Mais d'autres le pourraient. Et Richelieu s'inquiète. À partir du moment où Saint-Marc a décidé d'évincer Richelieu, de son côté, le cardinal a décidé d'en finir avec Saint-Marc. Devinez qui va gagner. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la fin de la vie du ministère de Richelieu. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la fin de la vie et du ministère de Richelieu. Alors on est donc dans cette affaire, en plein dans cette affaire Saint-Marc. Il faut vous dire que Saint-Marc, évidemment, est constamment dans la confidence. Il a l'oreille du roi, comme on dit. Et alors il lui parle de Richelieu. Et un jour, Louis XIII dit « Je voudrais qu'il y eût un parti contre lui en France, comme il y en avait autrefois un contre le maréchal d'Ancre, qui était Concino Concini, que Louis XIII d'ailleurs avait laissé assassiner dans son jeune âge. » Et tout ça va aboutir une fois de plus à une conjuration. On monte tout un parti. Il est prévu de s'appuyer sur l'Espagne, bien entendu. On rédige même un projet de traité avec l'Espagne qui doit envoyer 12 000 fantassins et 5 000 cavaliers. On va quand même loin dans la trahison. La reine Anne d'Autriche est dans la confidence. Elle a donné plus ou moins son accord, et finalement, au dernier moment, Saint-Marc va reculer, sauf que le traité, lui, est signé en Espagne, le 13 mars de cette année 1642. C'est Fontrailles qui s'en est occupé. Or, le cardinal l'avait fait suivre à l'aller et au retour. Il savait absolument tout de ce qui allait se passer. Alors, il fait pression sur Anne d'Autriche. Il aura passé son temps à faire cela aussi. Il a un très bon moyen. Maintenant, ce sont les jeunes enfants d'Anne d'Autriche. Vous savez, le futur Louis XIV et son frère. Et Richelieu, évidemment, veut des preuves qu'il puisse mettre sous les yeux du roi, parce que là, il s'agit de destituer quelqu'un qui est extrêmement cher à Louis XIII, bien entendu. Comment est-ce que la copie du traité est arrivée entre les mains de Richelieu? Ça, à l'heure où je vous parle, c'est encore, sinon un mystère, du moins c'est le sujet d'un débat entre historiens. Toujours est-il que Richelieu a des preuves à faire parvenir au roi qui, à l'époque, a quitté le siège de Perpignan. Il est très malade, Louis XIII. Tout le monde est malade dans cette affaire. Richelieu est à bout de souffle. Louis XIII l'est aussi. Il se trouve donc à Narbonne, à ce moment-là, quand Chavigny, envoyé par Richelieu, le met au courant et vante toute la conspiration, lui explique et lui met sous les yeux la preuve de la culpabilité de Saint-Marc. Louis XIII, dans un premier temps, ne veut pas le croire. Seulement, il y a une telle accumulation de preuves que finalement le roi ordonnera d'arrêter Saint-Marc et de tout, ainsi que leurs complices. Alors ils vont être jugés, bien entendu, ils vont être torturés, il faut le dire. À l'époque, on utilise la question ordinaire et extraordinaire, et finalement ils seront exécutés. Richelieu aura obtenu de Louis XIII la tête de son ami. Et tout ça l'a quand même évidemment beaucoup fatigué. On a toujours l'image de ce Richelieu retors qui dominerait toutes les situations, qui manipulerait tout le monde quasiment sans effet sur lui-même. Pas du tout ce qui se passe. En vérité, c'est un homme qui prend pleinement part à toutes les affaires auxquelles il est mêlé et qui subit dans sa chair, qui, comme nous dirions nous aujourd'hui, somatise à mesure des décisions qu'il prend et des très lourdes décisions qu'il est amené à prendre. L'affaire Saint-Marc, mais tout le reste, parce que là je vous ai épargné bien des aspects de cette terrible année 1642, mais tout ça a raison de la santé déjà fort chancelante de Richelieu, qui le 28 novembre est pris d'un violent accès de fièvre. Les médecins se rassemblent à son chevet le 29 novembre. Alors faut vous dire que parmi les médecins en question, il y a le célèbre et terrible Bouvard, n'est-ce pas? On va en dire un mot tout à l'heure. Le moins qu'on puisse dire est que celui-ci a tué pas mal de monde. Et on trouve un Richelieu qui, malgré l'état extrême de déréliction avancée dans lequel il se trouve, continue à mener les affaires, continue à vouloir avoir prise sur les événements. C'est un homme qui ne se détache pas d'une certaine manière. Le 2 décembre, il crache du sang, mais il continue à tenir sa correspondance.
il reçoit Louis XIII. Alors il y a ces scènes, on a vu ça à la télévision, d'ailleurs moi ça m'avait marqué ça, cette fameuse confidence, longue confidence de Louis XIII et de Richelieu au bord du Rhône, l'un et l'autre fort malades. Richelieu est à l'article de la mort, quant à Louis XIII, il le suivra de quelques mois plus tard. Richelieu meurt le 4 décembre, au début de la matinée, après la visite de l'abbé de la Rivière, l'âme damnée de Gaston d'Orléans. Avant de mourir, vers midi, il a demandé à la duchesse d'Aiguillon, qui veille sur lui, de s'éloigner. Il lui dit « Rappelez-vous que je vous ai aimé plus que tous les autres. Il ne serait pas bon que vous me vissiez mourir. Je vous en prie, madame, retirez-vous maintenant. » La duchesse se retire. Il y a chez Richelieu, et c'est ce que nous allons découvrir maintenant, il y a au-delà de l'extraordinaire force de l'homme d'État, une sorte d'extrême délicatesse et beaucoup, disons-le, de fragilité. On prête à Richelieu sur son lit de mort un mot que beaucoup d'historiens considèrent comme apocryphe, nous dit Arnaud Tessier. Il aurait répondu au curé de Saint-Eustache qui lui demandait selon l'usage au moment même de l'extrême onction s'il pardonnait à ses ennemis « Je n'en ai jamais eu d'autres que ceux de l'État ». Comme toutes les idées forces du cardinal, le mot de la fin est d'une authenticité et d'une cohérence qui interdisent de le considérer simplement comme une jolie formule à la Sacha Guitry, rajoutée post-mortem. Richelieu a fort bien pu le prononcer sous une forme plus ou moins proche. Je n'ai jamais eu d'ennemis, d'autres ennemis que ceux de l'État. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être venus. Alors, j'ai donné quelques éléments un peu caricaturaux peut-être. En tout cas, j'ai brossé de Richelieu l'image qu'en donnaient autrefois les imagiers d'Épinal. Avec vous maintenant, nous allons essayer d'entrer dans le détail des choses et de voir ce qu'on peut penser vraiment du cardinal. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Richelieu et de son héritage avec vos invités. Arnaud Tessier, haut fonctionnaire et historien, auteur de Richelieu, l'Aigle et la Colombe aux éditions Perrin, et Thibaut Dantonnet, essayiste, romancier, dramaturge et biographe, auteur du roman Le Baron de Beausoleil aux éditions Albin Michel. Je disais à l'instant qu'il est toujours étonnant de voir à quel point, à chaque fois qu'on parle de Richelieu, les Rochelais, nos auditeurs de La Rochelle se manifestent. Comme disait Thibaut Dantonnet, il y a là un vrai traumatisme en fait. C'est resté dans les consciences, probablement. Semble-t-il. Oui. Alors, il faut, Arnaud Tessier, que nous revenions sur 2 ou 3 aspects de ce que je viens de dire à l'instant. Dans un premier temps, j'ai parlé de cette conspiration du comte de Soissons, qui est un Bourbon, lui. Mais il y en a énormément de ces conspirations. Combien y a-t-il eu de complots contre Richelieu ? Oh, il y en a eu une bonne dizaine. Mais il y en a eu 3 ou 4 particulièrement importants où étaient toujours mêlés Gaston d'Orléans. Alors, le frère de Louis XIII est toujours dans l'affaire, c'est assez incroyable. Comment expliquer que cet homme, qui certes avait d'immenses pouvoirs, mais est à ce point cristallisé de haine et de volonté de l'évincer ? Je crois qu'il représentait quelque chose qui était comme un défi à la société du temps. Il y a quelqu'un qui a écrit que c'était un homme le plus calomnié de son temps, le grand génie calomnié par ses contemporains, et qui a pris en fait une société, une cour, des élites dirigeantes qui étaient en fait corrompues, pour pétrir cette boue animée, pour en faire la genèse d'un monde nouveau. Savez-vous qui écrit cela de Richelieu ? C'est Alexandre Dumas. Et voilà. Dans un autre roman qui a succédé aux Trois Mousquetaires, qui est moins connu, Le Sphinx rouge. Et c'est un peu le contre-pied de ce qu'il défend, de l'image qu'il met en avant dans Les Trois Mousquetaires. C'est un roman où il dit « Voici le vrai héros de cette époque. Je ne vais pas vous parler des Trois Mousquetaires, il dit dans la préface. Je vais vous parler du vrai héros de ce temps. Et ce héros, c'est l'homme le plus extraordinaire qui ait jamais existé, Richelieu. » Alors, nous allons conclure l'affaire Saint-Marc en 2 mots. Quelle idée a pu venir à Richelieu de placer dans l'entourage immédiat de Louis XIII, pas tout à fait dans son lit, mais pas très loin, ce jeune Saint-Marc totalement impossible à gérer, à gouverner ? Ça, c'est une intention qui a été décrite, mais qui n'est pas avérée. Richelieu était très proche, avait beaucoup d'amitié. Oui, le marquis d'Effiat a été véritablement quelqu'un de très important pour Richelieu, en qui il avait une confiance extrême. Et en fait, le jeune Saint-Marc était le protégé de Richelieu. Il l'a placé à la cour pour assurer son destin et pour assurer sa carrière. Il n'est pas certain du tout, et je ne crois pas que ce soit en fait dans le tempérament du cardinal, qu'il y ait eu une manipulation. Je crois que là, chez Richelieu, à travers Dumas, mais aussi à travers toute l'imagerie qui s'est développée, le roman se mêle tellement à l'histoire
quelquefois on perd le fil des choses. On ne prête qu'aux riches. Absolument. Donc d'après vous, la faveur du jeune Saint-Marc n'avait pas été pilotée en sous-main par Richelieu. Je ne crois pas. En revanche, Richelieu s'est aperçu à un moment donné que Saint-Marc avait pris un ascendant considérable sur Louis XIII, et en particulier ces sortes de contrats extraordinaires qui sont dans les archives, où Richelieu lit que Louis XIII et Saint-Marc s'engagent devant le cardinal à se réconcilier, à ne plus Oui, parce discuter. qu'ils prennent constamment le cardinal comme arbitre de leurs disputes, etc. On a l'impression que ce pauvre cardinal de Richelieu, en dehors des grandes affaires de l'État, doit aussi gérer les peines de cœur de Louis XIII. Et oui, il en était effrayé, parce qu'il s'agissait de la France, et de la France en guerre, et toujours menacée d'un retour des guerres civiles. Et donc, il imaginait aussi, et ce sera un des aspects de l'affaire Saint-Marc et de sa conclusion, il imaginait aussi ce qui se passerait si Saint-Marc racontait à l'Europe entière la faiblesse du roi Louis XIII. Toute l'œuvre de Richelieu et toute l'œuvre de Louis XIII pouvait s'effondrer. Il était très malade quand même à l'époque dont je parlais, là, cette dernière année 1642. C'est un homme qui a toujours souffert, il a toujours eu toutes sortes de problèmes physiques. Il avait des migraines notamment absolument terribles. C'est un nerveux en quelque sorte, on peut dire, dans la complexion générale des tempéraments. Il est nerveux, lui. Alors ça, on ne sait pas. Là aussi, ce sont des témoignages qui nous viennent de Talleyrand des Réaux, d'auteurs de la fin du XVIIe, de Voltaire. Oui. Mais en réalité, on ne sait pas s'il était si nerveux que cela. Ce qui est certain, c'est qu'il était malade, qu'il avait une complexion physique difficile et qu'il ne dormait pas. Il travaillait jour et nuit et il passait même ses nuits à dicter des ouvrages de théologie et de controverses jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'était vraiment pas un homme ordinaire. Il a laissé un testament, bien entendu, qu'on possède. Un testament politique qui a été publié près d'un demi-siècle après sa mort par les protestants pour opposer l'esprit de tolérance de Richelieu à celui d'intolérance de Louis XIV et de la révocation de l'édit de Nantes. Et il a laissé aussi des ouvrages qui étaient dominés par la volonté de se réconcilier avec les protestants, de ramener les protestants dans le sein de l'Église. À titre privé, quelle était sa position ? Il avait fait la fortune de sa famille, certes illustre et vieille, mais il n'était pas si riche. Il avait des charges publiques qui lui rapportaient des revenus considérables, dont il s'est servi pour accomplir une œuvre architecturale absolument remarquable, parce qu'il y avait un côté cardinal romain chez lui, et pour lui, d'une certaine manière, comme le pape Urbain VIII, son contemporain, l'art, la beauté de l'architecture, et notamment l'architecture religieuse, la chapelle de la Sorbonne, c'était un prolongement de son action politique et de son action religieuse. Oui, justement, cette dimension artistique est très présente. Vous nous dites qu'il était... tous les arts, d'ailleurs, l'intéressaient, la musique, la littérature, il était très versé dans ces questions. Mais il n'en jouissait pas. C'est-à-dire que, par exemple, le très beau château de Richelieu et la ville de Richelieu, qui ont été parmi les grands projets de sa vie. Donc il ne reste que le parc aujourd'hui, encore une partie du parc. Et la ville. Oui. Et la ville, le bien château sûr, superbe ville. Oui. Il n'y a jamais vécu, et il savait qu'il n'y vivrait jamais. Donc ce n'était pas pour jouir des richesses, c'était parce qu'il voulait laisser quelque chose qui signifiait quelque chose. Mais on a l'impression que vous ne lui trouvez que des qualités à ce cardinal de Richelieu. Je ne lui trouve pas que des qualités, mais je cherche à rétablir une dimension du personnage qui est plus qu'une dimension, qui est sa substance même, qui permet de rééquilibrer la vision qu'on peut avoir de lui. C'était un prêtre véritable, animé d'une foi et d'une vocation réelle, et il est toujours resté un prêtre. Et dans la façon dont il traite les complots contre lui, dont il traite l'affaire Saint-Marc, il y a cette connaissance de la psychologie humaine qui est fondamentale chez lui. Mais alors cette vision d'un cardinal qui devient une sorte de prêtre au service de la société, si je puis dire, et de grand administrateur, ça n'est pas très romanesque tout ça, Thibaut d'Anthonay. Pour nous autres romanciers, c'est dramatique même. Évidemment, on est plutôt, comment dire, j'en préfère plutôt la version Alexandre Dumas, l'homme rouge, la première, absolument, l'homme rouge menaçant. En fait, l'homme rouge, c'est presque une métaphore du diable, en arrière-plan, si tant est que l'on cautionne le parti pris de Dumas, qui sont que les trois mousquetaires, le roi, ce sont les forces du bien. Face à elle, il y a le machiavélique cardinal. Je pense effectivement du côté de Franck Ferrand lorsqu'il dit que vous avez, un peu tendance à excuser tous azimuts le cardinal. Moi, je trouve que votre vision est extrêmement intéressante parce qu'elle est originale
par rapport évidemment à toute la tradition que l'on a reçue de la réputation du cardinal. Oui, la réputation romantique, on va dire. Romantique, romanesque, oui. etc. En revanche, je trouve que, par exemple, il y a des moments où vous accréditez un petit peu trop, je dirais, vous prêchez un peu trop dans le sens de votre personnage et vous l'exonérez quand même de, par exemple, c'était quand même quelqu'un, me semble-t-il, et surtout à travers la lecture de votre livre que j'ai faite, c'était quelqu'un qui ne faisait pas grand cas du peuple en réalité. C'était en plus, il y a même certains de ces qui n'étaient pas de ses détracteurs qui ont dit à son sujet que c'était un oppresseur. Mais est-ce qu'à l'époque, on se souciait tellement du peuple? C'est ça la question. Et en plus, je vous assure, je conteste un peu cette vision. Il y a eu une pression fiscale terrible qui lui était reprochée à cause de la guerre. Et le problème de la monarchie, c'était les finances. Il n'en finissait pas contre la maison d'Autriche, il faut l'expliquer. Hein. Et puis les guerres intérieures. Et puis aussi. Mais par exemple, il y a quelque chose qui revient toujours dans les papiers d'État de Richelieu, c'est l'obsession d'empêcher les exactions des gens de guerre. Et pendant le siège de La Rochelle, on a exécuté beaucoup, on a exécuté des soldats violeurs, voleurs, assassins. C'était une obsession qu'il avait, Louis XIII aussi, et qui montre que peut-être il n'avait pas le souci du peuple au sens d'aujourd'hui. Sur le plan social, c'était une vision qui était très marquée par l'époque, mais il avait le souci quand même de protéger la population contre les violences. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Oui. Pardon. On peut aussi, comment dirais-je, si on prend les choses sous un autre aspect, par exemple, présenter cette mesure qui justement visait à préserver la population des troupes en cantonnement. On peut aussi en accréditer la vision et l'image qu'il entendait donner de l'armée française, à savoir qu'il voulait que ce soit une armée irréprochable et donc y faire régner une discipline de fer. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je n'ai pas voulu excuser, il a eu ses faiblesses, bien entendu. Il y a des tâches dans l'existence de Richelieu, comme il y en a dans celle de tous les grands hommes. Mais ça n'est pas contradictoire avec cette dimension religieuse. Même les saints ne sont pas parfaits. Mais alors, justement, à l'appui de cette dimension religieuse, vous apportez un certain nombre d'éléments. Ça, c'est assez nouveau. On avait de Richelieu l'image, évidemment, de toujours cette raison d'État, etc., qui n'était pas forcément innervé par la foi, par l'appartenance, par la défense de l'Église. Et vous nous montrez que sur presque tous les chapitres, en fait, il y a toujours cet arrière-fond. J'ai toujours été étonné de voir cet homme qui croulait sous les responsabilités, qui était menacé de complot pendant toute sa vie, proche du gouffre à chaque instant, que son ultime préoccupation vitale, c'était de composer ce traité où il cherchait les arguments qui permettraient de ramener dans le sein de l'Église ceux qui sont séparés, parce que les protestants, ils les appelaient ceux qui se sont séparés de l'Église, par un bel euphémisme. Et je me suis toujours dit, c'est étrange. Et effectivement, quand on relit la vie de Richelieu à partir des archives, des sources, et quand on voit cette œuvre pastorale et théologique, on se rend compte qu'il était porté par quelque chose. Vous avez évoqué sa mort. Son ami et l'évêque Cospo, quand il est venu le voir, a été stupéfait devant la tranquillité d'âme du cardinal qui, malgré le poids de cette vie et de ses responsabilités, s'apprêtait à comparaître devant son Créateur, certain d'avoir accompli son devoir. Pour comprendre dans sa plénitude la pensée de Richelieu, écrivez-vous Arnaud Tessier, il est indispensable de se reporter au traité de la perfection du chrétien qui ne paraîtra qu'après sa mort, donc en 1646, et qui est l'autre face de l'autoportrait. Vous dites plus loin, si l'on met le mot « État » si présent dans le testament politique à la place du mot « Dieu », on retrouve toute la cohérence d'une pensée et d'une appréhension psychologique de l'être humain qui ont peu d'équivalent dans la littérature du XVIIe siècle, à l'exception notable de Pascal et plus tard de Bossuet. Et vous ajoutez, le bien commun n'est pas le produit de la générosité naturelle des foules, mais celui d'une convergence provoquée, encouragée, souvent même contrainte des intérêts de chacun. Richelieu, nous le savons, est un homme pieux, mais non un contemplatif. Il prise peu les excès de la méditation qui poussent l'homme à vivre en une réflexion continuelle sur soi-même, dit-il, au lieu de le tourner vers le bien-être de la collectivité. C'est ça la fin dernière ? Le service de l'État, le service du public, c'est le prolongement de la charité chrétienne et du service des autres dans la religion. Pour lui, c'est une seule et même vision de l'humanité. Vous êtes conscient de la différence, du caractère assez détonnant du portrait que vous nous proposez. Et je pense honnêtement que cela permet de comprendre ce qui a toujours frappé quand même beaucoup d'auteurs, notamment le président Hénault au XVIIIe siècle, c'est comment Richelieu a été capable de porter sa vie durant
tout ce fardeau qui était... Il y a quelque chose en lui qui excède l'humanité, disait le président Hénault, qui dépasse la nature de l'être humain. Oui, dans un siècle où il était particulièrement exposé, il faut le dire, car il était seul aux commandes. Voilà. Ça, c'est très essentiel. Il y a eu cette biographie de Louis XIII par Jean-Christian Petit-Fils il y a quelques années qui montrait Richelieu beaucoup plus incertain qu'on ne l'avait dit. Vous nous le montrez, vous, beaucoup plus responsable. C'est-à-dire que Louis XIII avait, par certains côtés, la dimension d'un grand roi. Il avait le sens de sa charge, mais en même temps, il était exposé à des faiblesses. Là aussi, Dumas l'écrit. Il dit, Dumas dur, il dit que c'était Louis XIII qui était cruel, mais il dit Richelieu lui fit croire qu'il était juste. Dumas est beaucoup plus sévère. L'époque est infiniment politique. Après tout, c'est l'époque des tragédies de Corneille, en tout cas des premières. On est vraiment dans le complot permanent, dans les affaires à multiples détentes et rebondissements. C'est une période intensément politique. Et pourtant, et c'est exact, et une période de crise permanente. De crise. Et pourtant, savez-vous, il y a eu pour crime de lèse-majesté, en tout et pour tout, sous le ministériat de Richelieu, et pour des crimes graves, des trahisons comme Saint-Marc, il y a eu 26 exécutions capitales en 18 ans. Je ne dis pas que c'est rien, on est loin de la terreur, mais on est loin quand même du bain de sang qu'on peut imaginer. Il faut expliquer à nos auditeurs le sous-titre de votre biographie, L'Aigle et la Colombe. L'Aigle et la Colombe, c'est parce que quand il est jeune évêque et qu'il arrive dans son diocèse, pour le sermon de la Nativité, il cite Saint-Augustin, et il dit qu'il faut savoir parler aux aigles, c'est-à-dire ceux qui ont de la culture, de l'esprit, de l'intelligence en bonne part, et qu'il faut aussi savoir parler aux colombes, ce qui est un peu, d'une certaine manière, le peuple, pour qui l'entrée du royaume des cieux est plus facile. Et finalement, on peut se dire que... Donc il fait un sermon en 2 temps, un sermon très théologique, et puis un sermon tout simple. Et c'est d'une certaine manière une leçon de politique, puisque la politique, c'est aussi, quand elle est bien faite, l'art de savoir parler aux aigles et aux colombes. Le terme d'État, le terme de Dieu, assez interchangeable dans cette pensée du cardinal. Richelieu, l'Aigle et la Colombe d'Arnaud Tessier, c'est aux éditions Perrin. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Richelieu et de son héritage avec vos invités. Arnaud Tessier, fonctionnaire et historien, auteur de Richelieu, l'Aigle et la Colombe aux éditions Perrin. Et Thibaut Dantonnet, essayiste, romancier, biographe également, auteur du roman Le Baron de Beausoleil aux éditions Albin Michel. Oui, Thibaut Dantonnet, vous êtes dans cette période de Richelieu, alors qui se manifeste par un très grand brassage d'idées, bien entendu. On est en train d'accoucher de quelque chose de neuf, d'un nouvel État, d'une forme de modernité, même si le terme est sans doute un peu galvaudé. Et vous nous montrez qu'il y a quand même aussi des rémanences très fortes et des souvenirs du Moyen-Âge, notamment, et de l'alchimie, par exemple. Oui, ce qui est passionnant dans cette période, c'est qu'on est vraiment à la charnière de 2 mondes. D'un côté, c'est l'extinction effectivement du Moyen Âge, d'un certain nombre de croyances, d'un certain nombre de superstitions, dont l'alchimie fait partie intégrante. Et de l'autre, vous avez la première diffusion ou les premières diffusions de la pensée de Descartes. Vous avez un certain nombre de philosophes qui commencent à émerger. Et donc, vous avez... Et puis enfin, vous avez... Ou devrais-je commencer par là? Vous avez Richelieu qui bâtit les fondements de l'État moderne, tel que nous le connaîtrons plus tard. Donc, il y a vraiment 2 mondes, si ce n'est qui s'affrontent, tout au moins qui sont en train de se succéder, le nouveau monde s'édifiant sur les ruines de l'ancien. Alors, quand on connaît le début du XVIIe siècle, on entend parler de cette affaire Beausoleil. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Beausoleil ? En 2 mots, c'est un ménage de minéralogistes qui sont originaires des Pays-Bas, qui viennent s'installer en France sous le règne d'Henri IV. Des minéralogistes. Des minéralogistes. Donc, c'est-à-dire que ce sont des spécialistes des minères, des pierres, oui. Des pierres et des métaux. Des métaux, bien sûr. Oui. Également des métallurgistes. Ils viennent donc en France pour prospecter les sous-sols et minières du pays, et sous l'autorité de Pierre de Béringen, qui est le premier valet de chambre de Henri IV. Et à partir de là, ils font des séjours plus ou moins prolongés en France, mais comme ils voyagent beaucoup, on les retrouve en Europe, et ils viennent à plusieurs reprises en France, qui semble être leur terrain ou leur sous-sol de prédilection. Ils s'y font renouveler leurs brevets par divers personnages, dont le marquis d'Effiat, dont
dont on avait parlé tout à l'heure, et qui est investi de toute la confiance de Richelieu. Donc jusque-là, tout se passe dans la plus stricte légalité. Et il se trouve qu'à l'issue de l'un de leurs voyages, ils reviennent... Oui, c'est ça. Ils reviennent une troisième fois en France, en fait. Ils reviennent une troisième fois en France. Et là, comme ils ont prospecté énormément de mines, ils en ont beaucoup découvertes, ils ont investi beaucoup d'argent, car c'est sur leur propre denier qu'ils ont effectué ces recherches, avec par-dessus le marché dans une suite de mineurs, de fondeurs, de métallurgistes, donc tout ça coûte très cher. Eh bien, ils demandent à l'administration de Richelieu de percevoir le fruit de leur travail, c'est-à-dire, disons, des royalties, dirait-on aujourd'hui, sur leur découverte et sur l'exploitation des minières. Et là, ça se passe pas bien du tout, en fait. Pas bien du tout. Pas bien du tout, puisque leur affaire va traverser diverses juridictions, et puis il va y avoir sans doute des mesures dilatoires à leur encontre, mais il arrive un moment où on ne peut plus reculer et on ne peut plus stopper l'administration, et leur affaire arrive aux portes du Conseil du Roi. Et c'est alors qu'en novembre 1641, ils sont arrêtés par la police de Richelieu. Lui, le baron de Beausoleil, est embastillé. Sa femme, qui est aussi un savant brillant, est, elle, emprisonnée à la Tour de Vincennes. Et ils vont croupir respectivement dans leur prison, sans que justice leur soit rendue, sans même avoir droit à un procès. Il faut dire qu'aussi en parallèle, comme tout minéralogiste à l'époque, je dirais presque, il s'adonne à l'alchimie. Car à l'époque, là encore, ça... Oui, ce sont des alchimistes. Il y a une aura sulfureuse autour de ce couple, évidemment. Ce sont des alchimistes, absolument. D'ailleurs, ils ont commis certaines, comment dirais-je, imprudences, notamment en publiant l'état de leurs recherches en matière d'alchimie, et en plus de tout, en adressant certains de leurs opuscules au cardinal de Richelieu. Alors tout ça, c'est la base, c'est la trame, mais évidemment, vous avez brodé là-dessus un véritable roman, parce qu'on ne sait pas finalement grand-chose sur ces Beausoleil, donc vous êtes allé assez loin, vous. On n'en saura pas plus en réalité, et je leur invente un fils puiné, qui va, évidemment, c'est là qu'on entre chez Alexandre Dumas, qui va échapper, se soustraire à la police du cardinal, se réfugier chez un ami de ses parents qui est un abbé de Château-Thierry. Il va y grandir et ensuite il va se faire à lui-même le serment de non seulement venger ses parents, mais en plus de tout de réhabiliter leur mémoire en enquêtant sur le mystère de leur disparition. De ses parents, oui. Un peu le Monte Cristo du XVIIe siècle, d'une certaine manière. Exactement, puisque si vous voulez, vous avez, je dirais, un ressort doublement dumasien. Vous avez d'une part l'époque des Trois Mousquetaires, il en est le contemporain, et d'autre part le ressort de la vengeance qui est celui de Monte Cristo. Thibaut d'Antonay, Le Baron de Beausoleil, c'est un roman comme on les aime et c'est chez Albin Michel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patrick. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître les origines du vote à bulletin secret. C'est très important cette question parce qu'évidemment, on parle beaucoup de vote, de suffrage universel, etc. Mais je me rappelle, ça, dans mes tout premiers cours de droit public, ce qu'on nous apprend, et c'est fondamental, c'est que le vote à bulletin secret est la seule condition d'un vote démocratique, évidemment. D'ailleurs, si vous prenez les institutions antiques, celles du tribunal de l'Hélier à Athènes ou du tribunal de la Boulée, on y votait respectivement avec des jetons ou avec des petites boules, mais qu'on mettait dans le creux de la main. Et évidemment, on ne savait pas ce que chacun des juges avait voté, sinon c'est trop facile. Il y a toutes sortes on peut influencer les votes et surtout on peut se venger de ceux qui n'ont pas voté comme on aurait voulu. Bon. Donc, on a longtemps connu un vote à main levée, il ne faut pas l'oublier. Le vote secret, il n'est constitutionnalisé en France qu'en 1795, donc la troisième constitution, et encore le vote ne garantit pas le secret, parce qu'à l'époque il y a énormément d'électeurs qui sont illettrés ou analphabètes, il faut écrire sur un bulletin, donc généralement vous avez recours au service de quelqu'un qui le fait à votre place, ce qui veut dire que le secret est extrêmement ténu. Du reste, Louis-Napoléon Bonaparte va, au moment du coup d'État de décembre 1851, quand il y a le grand plébiscite, vous savez, je dis Bonaparte, enfin je dis le futur, le Napoléon III, en fait, c'est le duc de Morny qui est derrière tout ça, avait institué le système qui consistait à apposer un oui ou un non
carrément sur la liste électorale, ce qui fait que là, de nouveau, il n'y avait pas de secret. Ça a fait un scandale et finalement, on a rétabli 2 jours plus tard le principe du vote secret. Mais on est encore très loin de l'isoloir. Ce système que nous connaissons, on a l'impression, nous, que l'isoloir, le bulletin de vote, l'urne, tout ça existe quasiment de toute éternité. Pas du tout. Tout ça n'est inventé, mis au point en Australie qu'en 1857. Il faut attendre la loi du 18 juillet 1872 pour que l'Angleterre institue ce scrutin à bulletin secret, à l'occasion d'une élection municipale dans le Yorkshire d'ailleurs. On va voter à ce moment-là dans une boîte en bois, munie d'une fente. Ça y est, l'urne électorale est née, mais 1872, vous voyez, c'est quand même très tard. Et elle sera d'ailleurs scellée, cette urne, évidemment, pour limiter les risques de fraude. En France, il faut attendre la loi du 29 juillet 1913 pour que soit installée l'enveloppe, l'urne et l'isoloir, bref, le système de vote tel que nous le connaissons maintenant. À l'époque, évidemment, seuls les hommes peuvent se rendre au bureau de vote, puisque je me permets de vous rappeler qu'en France, les femmes devront patienter jusqu'en 1944 pour voter.